On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on vous parle du mouvement SEM, Sensibilisation pour une enfance meilleure, qui maintenant a le pouvoir de superviser des fameuses visites et des échanges de garde, entre autres, et ça se fait localement. Mais d'abord, parlons du Collège militaire royal de Saint-Jean, qui va probablement retrouver sous peu son statut universitaire. Voilà une importante nouvelle dont on a entendu parler la semaine dernière à Saint-Jean-sur-Richelieu. Vous connaissez évidemment l'histoire du Collège militaire royal qui a été fermé, puis ensuite rouvert, mais partiellement. On n'a pas retrouvé encore la pleine autonomie d'avant 1994. Or, on sait que c'était dans les cartons un jour de ravoir le fameux statut universitaire. Bien, il semble qu'on est en voie de l'obtenir avec le dépôt d'un projet de loi. Deux invités pour en parler. D'abord, la ministre de l'Enseignement supérieur, Danielle McCann. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Accompagné du député de Saint-Jean aussi à l'Assemblée nationale, Louis Lemieux. Bonjour et bienvenue. Salut Éric, bonjour Daniel. Bonjour. Bonjour, Louis. Donc, je vais commencer avec vous, Madame la ministre. Tout d'abord, un peu nous expliquer comment cet enjeu-là a-t-il monté aux yeux de votre ministère et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on décide de déposer un projet de loi? Ben, écoutez, d'abord, c'est une promesse de la CAQ qui date de 2016. On voulait vraiment redonner son statut universitaire au Collège militaire royal de Saint-Jean. Alors, comme vous l'avez dit, là, j'ai déposé un projet de loi la semaine dernière et on aimerait évidemment que ça procède le plus rapidement possible. C'est un établissement qui donne déjà un programme d'études internationales. En fait, c'est mon collègue Jean-François Roberge l'année dernière, en fait, c'est plus en 2019 même, qui avait fait passer un décret pour permettre au Collège militaire royal de Saint-Jean de donner un programme d'études internationales. Alors, mais là, on veut que la situation soit régularisée pour que dans le futur, ils souhaitent d'ailleurs en donner davantage de programmes, que ce soit dans la loi. Alors, c'est pour ça qu'on a déposé un projet de loi. Puis, je vous mentionne aussi qu'il avait ce statut universitaire dans le passé. Oui. Mais évidemment, il a été fermé, il a perdu son statut, mais nous, on veut le redonner au collège. Louis Lemieux, c'était donc, on le comprend, un engagement électoral? Oui, avant même que moi, je pense faire de la politique et devienne député de Saint-Jean, effectivement, c'était dans les cartons de la CAQ en 2016, quand la CAQ était dans l'opposition. Et c'est très important. Là. On a dit bonne nouvelle, on a dit oui, bravo, mais on y pense, là, ça faisait 25 ans que cette histoire-là durait. On avait retrouvé un certain sens des choses là, depuis quelques années. Mais on va se le dire, là, on était devenu une succursale de Kingston, entre guillemets. Là, on peut aspirer à retrouver nos pleins droits. Ce que j'ai dit en Chambre la semaine dernière, c'est qu'on redonnait au CMR ses lettres de noblesse. Littéralement, là. C'est pas rien de redevenir une université au Québec. Et avec ça, ben, il n'y a plus de limite. Là. Le CMR Saint-Jean peut redevenir ce qu'il a été dans ses plus belles années. Là. Madame McCann, est-ce que l'institution qu'est le Collège militaire doit remplir certaines formalités pour être admissible à un statut universitaire? Autrement dit, la question peut paraître un peu naïve, mais quelqu'un qui regarde ça aujourd'hui il dit pourtant, le Collège militaire, c'est la Défense nationale, la Défense, c'est Ottawa, c'est le fédéral. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec vient faire dans le dossier du Collège militaire? Bien, c'est sûr qu'il est financé par Ottawa. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'on ne lui demandera pas la même reddition de compte qu'on demande aux établissements universitaires, là, en général, au Québec. Il va y avoir une certaine reddition de compte par rapport à leur performance, par exemple, dans les programmes qu'ils vont donner. Mais effectivement, ce que ça ouvre comme possibilité, c'est de se joindre à l'équipe des universités du Québec et de former des officiers québécois en français au Québec. Un peu comme Louis disait, là, on met le Collège militaire royal de Saint-Jean sur le même pied que Kingston. Et ça, c'est très heureux. Et aussi, ils vont pouvoir faire de la recherche, avoir des fonds également pour la recherche. Et les étudiants vont pouvoir aussi avoir un programme, le programme d'épargne-études. Ils ne pouvaient pas avoir accès à ce programme-là parce qu'ils ne faisaient pas partie d'une université reconnue au Québec. Alors, avec le projet de loi, on va pouvoir leur donner cette possibilité-là. Bon, question qui peut paraître un peu technique, mais pourquoi il faut passer par un projet de loi? C'est-à-dire que la ministre en titre ne peut pas d'emblée décider de ça. Il faut que techniquement ça passe dans un projet de loi?
Oui, parce que ça modifie, par exemple, la loi sur les établissements d'enseignement de niveau universitaire. Puis il y a d'autres lois également qui sont modifiées. Alors, on est obligé de passer par un projet de loi. Mais écoutez, c'est un projet de loi qui a 6 articles. Hein? Alors, il y a des projets de loi qui sont beaucoup plus volumineux. Donc, mais c'est un passage obligé. On est obligé de passer par un projet de loi. Bon, et Louis Lemieux, ici, localement, ça sera quoi les impacts? On a compris tantôt, bon, ce que le statut va permettre à nouveau dans certains volets évoqués par Daniel McCann, mais ici, localement, qu'est-ce que ça change pour le Collège militaire d'avoir de retrouver le statut universitaire? Plus de profs, plus de programmes parce que plus de profs, plus d'élèves parce qu'on est capable d'aller en chercher des officiers maintenant qui vont avoir plus d'intérêt à venir étudier en français plus près de chez eux et des anglophones qui vont avoir accès à plus de programmes et ces anglophones-là vont subir le même enseignement entre guillemets bilingue. Ça veut dire que c'est gagnant-gagnant sur toute la ligne pour le collège. Il y a de la place encore. Vous allez me dire, oui, mais depuis les 25 ans, il s'est passé plein de choses. En ce moment, on fait de l'éducation permanente, entre guillemets, pour les sous-officiers qui prennent de la place au CMR. C'est une bien bonne chose, ça va continuer. Ouais. Mais il y a encore de la place pour accueillir des élèves. Et puis, avec ce qu'on va avoir comme nouveau programme, nouveaux profs, il y a une sorte d'intégration verticale. C'est de l'oxygène pour le CMR. D'ailleurs, le commandant nous le disait, on travaillait bien, là, mais on va travailler mieux, puis plus vite, puis plus loin. Bon, mais parlant du commandant, c'est ça, on l'a vu brièvement dans un reportage de Radio-Canada la semaine dernière. Là, du côté du ministère de la Défense, ce qu'on ressent, je dirais, c'est, écoutez, c'est un dossier qui est politique, c'est un dossier qui émane du gouvernement du Québec. On veut attendre que le projet de loi passe avant de commenter un peu plus. Comme une espèce de petit malaise à commenter plus, disons, à ce moment-ci. Mais ultimement, le ministère de la Défense va être super content de cette nouvelle-là, j'imagine. Mais il y a une symbolique, Éric, là, puis il faut pas, c'est pas l'éléphant dans la pièce, mais il faut pas le nier. Les relations, nous, à Saint-Jean, on vit avec le militaire. Tu sais, on est une ville garnison. Mais le gouvernement du Québec et le militaire ont toujours eu une relation, disons, pas particulièrement chaude, on s'entend. Et là, ça nous redonne, sur le terrain de jeu en ce moment, dans notre carré de sable, ça nous redonne une collaboration directe, intime. Et ça va, je pense, et puis Yann Lafrenière, le ministre, qui était là la semaine dernière pour dire jusqu'à quel point c'était symbolique. C'est pas symbolique seulement parce que c'est une entente. C'est symbolique parce qu'on travaille ensemble. On l'avait promis, on le fait, mais on le fait parce qu'il y a vraiment des débouchés positifs pour tout le monde. On veut plus d'officiers francophones dans les forces. Et c'est en passant par ici qu'on va en avoir plus. Donc, il y a là-dedans, gagnant-gagnant, là, c'est vraiment à tout point de vue pour tout le monde, des étudiants aux professeurs en passant par Saint-Jean, et puis bien sûr pour le Québec, dans la mesure où il va être mieux représenté dans les forces canadiennes. Bon, parce que de mémoire, avant 1994, à Saint-Jean, il y avait, je pense, grosso modo, 600 élèves officiers à peu près par année. Le collège générait à l'époque au moins 40 millions de retombées économiques localement. Ça, c'est avant 1994. Quand on a rouvert le collège, à peu près une centaine d'élèves, à peu près ça, 2 ans après ça, presque 200 quelques élèves officiers. Mais donc, avec ça, on pourrait peut-être un jour retrouver le plein régime de 4, 5 ou 600 élèves officiers. Donc, ça serait possible. Oui, mais on s'est... Excuse, Daniel. Non, juste pour préciser, on s'est organisé depuis pour meubler, entre guillemets, la place qu'on avait avec les sous-officiers qui viennent travailler. Et c'est très important. Donc ça, on ne veut pas abandonner ça. Puis de toute façon, il y a une progression. Là, en ce moment, on est à 120, je pense, Daniel. Ouais, c'est ça. On ne montera pas à 400 l'année prochaine. Là. Mais il y a de la place maintenant. On peut prévoir, parce qu'avec ce statut universitaire-là, pour la recherche dont parlait Daniel, et pour tout ce qu'on est capable de faire avec ce statut-là, bien, on ouvre la porte à de plus en plus de travail prévisible et donc de retombées prévisibles pour Saint-Jean. Madame McCann, en complément? Oui, parce que le collège a déjà une entente avec le cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu. Fait qu'il donne des cours, des programmes au niveau collégial. Mais comme dit Louis, il y a encore de la place pour l'universitaire. Il y a déjà une 60aine d'étudiants là, au niveau des études internationales. On a eu l'occasion de rencontrer 2 des étudiantes, d'ailleurs, qui finissent cette année. Mais il y a encore de la place.
pour quelques dizaines au moins, là, peut-être une centaine d'étudiants qui pourraient peut-être venir prendre un nouveau programme. Là. Le collège est en train de réfléchir sur des nouveaux programmes qu'il pourrait mettre sur pied. Et là, évidemment, si le projet de loi est adopté, ça va vraiment faciliter tout ça. Tantôt, vous avez parlé de financement, Mme McCann, donc on comprend évidemment que le collège est financé par Ottawa, cela va de soi, mais est-ce qu'il y a aussi une portion de financement qui vient du ministère de l'Enseignement supérieur aussi? Pas vraiment, pas Non. vraiment. OK. Le financement en entier est donné par le fédéral, mais c'est pour ça que le projet de loi, lui, parle de vraiment intégrer l'université dans le giron, je vous dirais, là, de toutes les universités du Québec. Mais il demeure que c'est fort intéressant parce qu'on va travailler en partenariat. Ils vont faire partie aussi du bureau de coopération interuniversitaire là, qui existe déjà et ça va leur ouvrir des portes aussi. Et ça va enrichir notre écosystème là, universitaire. Bon, clairement, de mémoire, je pense à l'époque, on disait que le collège était quoi, la 7e ou la 8e université en importance au Québec, quelque chose comme ça, je pense. Donc, il va regagner un peu ce statut-là, je présume. Mais dites-moi, vous avez dit tantôt, le projet de loi est assez minimaliste. Est-ce qu'on a espoir de régler tout ça avant la fin de la session parlementaire? Ah, c'est difficile à prévoir. Écoutez, je ne m'aventurerai pas parce que c'est un processus démocratique. Mais une chose est certaine, c'est qu'on l'a déposé, puis là, il y a encore quelques étapes. Des consultations, est-ce qu'il y en aura? Des consultations particulières, ça va dépendre. Et ça va dépendre, évidemment, de nos discussions avec les oppositions. Mais on est optimiste. On est optimiste. On pense qu'il y a beaucoup de valeur à ce projet de loi, qu'on aimerait que ça aille le plus rapidement possible. Oui, à moins de contre-indications, je ne pense pas que l'opposition va contrecarrer ce projet de loi-là. Donc, c'est à l'avantage de tous qu'il soit voté, disons, rapidement. Mais est-ce que pour vous, les délais ont une certaine importance de pouvoir procéder, disons, rapidement pour que dès l'automne, le collège puisse retrouver son statut? Ah, c'est sûr qu'on aimerait ça. D'ailleurs, j'ai rencontré avec Louis puis avec Yann Lafrenière, le colonel et son équipe la semaine dernière. Et évidemment, écoutez, ils sont tellement enthousiastes par rapport à ce projet. Et nous, on est très, très enthousiastes aussi. On aimerait ça que ça procède le plus rapidement possible. Alors, rien n'est exclu. Si ça va rondement, ça pourrait arriver pour la session de septembre, sinon une prochaine session. Bien, à vous deux, merci infiniment. Donc, excellente nouvelle. Souhaitons évidemment que le projet de loi, mais ça me semble être une formalité. Mais en politique, on ne sait jamais. Donc, attendons bien sûr que le projet de loi soit voté. Ça vous fait rire, Louis Lemieux? Oui, parce qu'effectivement, tu as tellement raison, Éric, quand tu dis que ça devrait être une formalité. Oui, mais... Voyons voir, en espérant que ce soit le cas. Mais il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et c'est pour ça que le colonel s'était gardé une petite gêne. Quand il a compris le processus dans lequel on s'embarquait, il s'est dit, et il vous a répondu, mon cher Éric, bien, quand on l'aura, la loi, au lieu du projet de loi, on va faire avec, on va être très content. Et comme tu l'as dit, quand il était à Radio-Canada pour réagir, il t'a dit essentiellement ce qu'on a tous compris. Enfin. Tout simplement. Bien, Louis Lemieux, Daniel McCann, merci beaucoup, puis bonne continuation. Merci. Salut, Daniel. Merci, Et salut, qui sait, Louis. peut-être qu'on vous reverra éventuellement quand on parlera du projet d'agrandissement du cégep de Saint-Jean. Mais ça, c'est un autre dossier. Ah, c'est une possibilité, certainement. Oui, donne-moi une petite chance de travailler le terrain avec Daniel un petit peu, Éric, là, quand même. Salutations. C'est un beau projet, tu as raison. Tout à fait. Ah oui. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour de la pause, on parle de visites supervisées, maintenant offertes ici à Saint-Jean-sur-Richelieu avec le mouvement SEM. Oh François, quel show cette semaine à Sport Express. La frénésie du vélo avec Pascal Deslauriers de Vélozone. En deuxième partie, Spike Ball, Round Net, tu connais ça? Avec Alexandre Lamar, hein? Ouais. Tu sais, le sport qu'on voit souvent dans les parcs. Comme Oh! ça, ne manquez pas ça. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Dimanche, 9h30, Télé Bingo. On vous attend. Voilà un nouveau service maintenant disponible dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, offert par le mouvement SEM. On parle entre autres des visites supervisées. On va tenter de décortiquer un peu ce que c'est avec nous, la directrice générale du mouvement SEM, Cathy Saint-Germain. Bonjour et bienvenue. Merci, bonjour. Bon, tout d'abord, parlez-nous un peu du mouvement SEM. Qu'est-ce que c'est? À la base, le mouvement SEM, notre mission principale est de faire de l'intervention familiale. On accompagne les familles de 0-12 ans qui ont des difficultés au niveau avec l'école, au niveau des comportements des enfants. Beaucoup de familles qui ont le DPJ qui ne comprennent pas toujours qu'est-ce qui leur est demandé. Donc, on travaille beaucoup avec ces familles-là pour instaurer des routines, des habiletés parentales, pour que les enfants aient une enfance plus heureuse, puis que les parents se sentent plus compétents dans leur... Êtes-vous un peu complémentaire à Famille à cœur, à l'Étoile ou à d'autres organismes, des fois, qui jouent un peu sur ce terrain-là? Dans le fond, votre spécificité à vous, c'est laquelle? Notre spécificité, c'est que nous, on est vraiment comme une bonne voisine. On est quelqu'un qui vient les écouter, qui vient les accompagner dans tous les processus qu'ils peuvent faire, toujours dans une relation égalitaire. Donc, il n'y a pas de jugement. On travaille toujours à leur rythme, à eux. Puis, on n'a pas d'épisode de service comme, disons, le CLSC. Là. Nous, on peut faire... tant qu'il y a un enfant en bas de 12 ans, on peut être là très longtemps. Là. Donc, dans le fond, votre clientèle, principalement, ce sont des gens qui, actuellement, sont un peu sous l'égide de la DPJ, principalement? Pas principalement. Pas tous. On en a beaucoup qui sont sous la supervision de la DPJ, mais... on en a beaucoup que, tu sais, avec tout ce qui est maintenant les diagnostics de TDAH, de TSA, les parents ne comprennent pas toujours c'est quoi que ça implique dans la vie d'un enfant. Donc, on les aide à trouver la recette qui va aider leur enfant à bien cheminer là, dans son parcours. Bon, parlons des visites supervisées, des échanges supervisés. Expliquez-nous d'abord dans quel contexte. Bon, je reviens au contexte de la DPJ. Les gens comprennent que les parents biologiques, très souvent, ont encore des droits de visite, mais que très souvent, ces visites-là doivent se faire de façon supervisée. Ma compréhension à moi, c'est que ça se fait qu'un employé de la DPJ, mais visiblement, pas tout le temps nécessairement, c'est ça? Non, pas toujours. Nous, l'idée est venue... on savait qu'il n'y en avait pas à Saint-Jean. Puis, moi, à ce moment-là, j'étais intervenante, j'accompagnais une famille et le parent avait besoin de visites supervisées et il devait aller à Longueuil. Donc, on a décidé de commencer le travail pour débuter en faire chez nous pour que ce soit plus facile. Et quand les gens allaient à Longueuil, à ce moment-là, qui supervisait la visite? Est-ce que c'est quelqu'un de la DPJ ou un autre organisme? Non, c'est un autre organisme. C'était le Petit Pont. Bien, c'est le Petit Pont à Longueuil qui en fait. Mais là, le Petit Pont à Longueuil, eux, ils ont beaucoup, beaucoup de demandes. Donc, sont bookés là, beaucoup. Donc, il y a des listes d'attente et ils sont obligés de réduire le temps des visites parce qu'ils n'ont pas assez de temps. Donc, mais à quel moment la DPJ supervise-t-elle elle-même les visites et versus un organisme du milieu? C'est vraiment variable, mais quand c'est des cas de plus de violence, souvent c'est la DPJ qui va les faire. Mais nous, ils nous en réfèrent là, des familles aussi. Donc, ils nous envoient des familles, puis on a des familles que c'est le DPJ qui paye les frais, mais c'est nous qui faisons la supervision. OK. Mais dans le fond, ce que je comprends, c'est que là, la Montérégie, quand même, c'est un territoire immense. Et là, dans le fond, il y avait quoi? Principalement Longueuil puis un peu Cowansville? Il y en avait à Cowansville. Les gens de Saint-Jean devaient aller soit à Longueuil ou à Cowansville, ou ce qui était demandé par la Cour, c'était des visites supervisées par un tiers. Donc, les parents devaient s'entendre sur qui allait superviser la visite. Ça pouvait être un frère, une grand-mère, mais quand c'est eux qui faisaient les visites, ils n'étaient pas impartials, ils prenaient toujours un côté plus que l'autre. C'est plus délicat, évidemment, quand c'est un membre d'une des deux familles, à moins que tout le monde ait bien confiance, mais on comprend le contexte que ça ne s'y prête pas tout le temps. Là.
C'est ça. Donc, nous, là, présentement, les références qu'on a eues, c'est des avocates qui nous ont appelés aussi parce que leurs clients devaient avoir des temps de visite supervisés. Présentement, comme on commence, parce qu'on a eu notre accréditation le 1er février, comme on commence, on a encore beaucoup d'espace. On a 4 locaux aménagés spécialement pour ça. Donc, on est capable d'accueillir quand même beaucoup de gens en même temps. Ça, vous faites ça à quel endroit? Dans l'organisme du mouvement SEM, au coin de la rue Saint-Paul et Laurier. OK, donc directement dans vos propres locaux, Oui. mais à l'intérieur de vos bureaux, vous avez dans le fond 4 locaux. Donc, il pourrait y avoir jusqu'à 4 visites simultanées? Oui, qui sont OK. toujours supervisés. Là, nous, les employés qui font le SDA, ils doivent rester dans la même pièce que les enfants en tout temps. Donc, on peut avoir 4 employés en même temps, plus une coordonnatrice qui s'assure que tout se passe bien. Bon, on a reçu notre accréditation. Donc, de quelle façon vous êtes supervisé ou encadré là-dedans? C'est-à-dire que qu'est-ce que ça prend, dans le fond, pour être autorisé à superviser des rencontres comme celle-là? Dans le fond, le C3S a une grille où est-ce qu'il y a plusieurs critères là, pour les locaux, pour les systèmes d'alarme, pour toutes les mesures d'urgence, formation des employés. Donc, une fois qu'on répond à tous les critères, là, ils peuvent signer une entente avec nous s'il reste de l'argent dans l'enveloppe, bien entendu. OK. Et qu'est-ce qu'on vous demande? D'écouter, d'être là, d'être présent, d'intervenir? C'est quoi votre Ils votre vont terrain de jeu, intervenir hein? seulement en cas d'urgence. Ah, seulement? Oui, si l'enfant est en danger, l'intervenant va intervenir. Sinon, il est là et il fait un Il essaie d'être le plus discret possible. Oui, il est dans le coin, mais il écrit tout ce qui se passe. Dans le fond, tous les échanges entre le parent et l'enfant, les jeux auxquels il joue, les collations que le parent a apportées, le repas que le parent a apporté, ils écrivent pratiquement tout ce qu'ils se disent. Donc, puis comment les contacts sont entre l'enfant et le parent. Ça doit être assez particulier quand même comme contexte, hein, parce que ces enfants-là, principalement, sont avec des tuteurs durant la semaine ou le mois. Ils ne voient le parent que quelques heures, une fois par mois peut-être? Ou... Bien là, présentement, les visites qu'on a, c'est souvent le parent gardien. Donc, il y a un parent qui a la garde complète de l'enfant. Et le parent visiteur, présentement, il les voit toutes les semaines. Quand même. Donc, on est capable de leur offrir ça pour l'instant. Donc, ils peuvent les voir à toutes les semaines. Et lorsque c'est des blocs trop longs, parce qu'on a une famille que c'est un bloc de 4 heures, mais c'était beaucoup pour le parent, 4 heures. Donc, on a séparé en 2 blocs. OK. Mais en même temps, pour le parent visiteur, veut pas, il se sent un peu observé, il se sent un peu sur ses gardes. En même temps, veut probablement que son dossier soit bon pour l'éventualité de regagner confiance. Bref, ça doit être un contexte assez particulier. Mais ce que les parents nous disent, c'est qu'ils finissent par oublier qu'il y a quelqu'un qui les regarde. OK. C'est comme ils viennent à toutes les semaines, on essaie de jumeler toujours le même intervenant avec la famille, donc ils finissent par oublier qu'il est là. Mais en même temps, ça peut être bon pour eux parce que au fur et à mesure que la confiance se crée, donc eux deviennent plus à leur naturel. Ben, c'est ça, en quelque part, on n'est pas ni dans la maison des enfants, ni dans la maison du parent visiteur. On est ailleurs, avec quelqu'un d'autre qui est là, mais qui ne dit pas un mot, mais qui prend des notes. C'est tout un contexte particulier. Mais au moins, le service est là, le service est disponible, puis les gens n'ont plus besoin d'aller à l'extérieur. Non, ils peuvent rester dans leur ville ou dans leur secteur, parce qu'on prend, dans le fond, tout ce qui est... Quand on est accrédité, il faut être prêt à accueillir n'importe qui de la Montérégie. Bon, avez-vous quand même comme une espèce de protocole d'urgence ou une entente avec les policiers? Oui. Oui, on a des pitons. On a des boutons d'alerte. Oui, on a des boutons d'alerte. Puis, eux, dans les quelques minutes après le déclenchement, là, ils vont être présents. Là. OK. Et dans l'hypothèse où vous constatez que le parent visiteur n'est pas dans un état pour voir son enfant, est-ce que rapidement, vous pouvez intervenir ou sinon même vous appelez les flics à ce moment-là rapidement? Dans le fond, de la façon que ça fonctionne, c'est que le parent visiteur arrive toujours 15 minutes avant.
Et si on se rend compte que le parent est intoxiqué, soit par drogue, alcool, ou qui n'est pas en état mental de recevoir son enfant, on appelle le parent gardien pour annuler la visite. Simplement. Donc, Oui. vous avez ce droit-là Oui. de pouvoir l'exécuter. Bon. Et là, en terminant, pour vous, est-ce que ça demande l'ajout de financement ou de ressources? Là, le fait de... C'est bien beau de dire bravo, on a le service, mais pour vous, ça a un impact? Oui. Dans le fond, on a dû engager des intervenants spécifiques pour le SDA parce que je ne peux pas prendre mes intervenants puisque s'ils ont un contact avec une des familles qui a déjà des services ou peu importe. Donc, on a engagé des étudiants beaucoup au niveau qui étudient en psychologie, en éducation spécialisée, en travail social. Puis, on a un financement là, du C3S là, qui nous est offert. Là. Et quand vous dites SDA, ça veut dire quoi? Supervision des droits d'accès. Supervision des droits d'accès. Oui. Voilà. Donc, et le mouvement SEM, c'est Mouvement pour une enfance meilleure. Sensibilisation pour une enfance meilleure. Oui. Donc, ben, bravo donc, au mouvement SEM donc, pour cet ajout de service. Je comprends que c'est un volet qui n'est pas facile, mais encore faut-il que ça existe, puis il faut le faire. Il faut que quelqu'un le fasse. Oui. Et aussi bien que ça puisse se faire localement ici, ben, c'est pour le mieux. Oui, en effet. Bien, merci beaucoup. Merci. Restez avec nous. Au retour, le mot de la fin. Pour les citoyens concernés, ce jeudi, soirée d'information virtuelle, donc via Zoom, évidemment. On parle ici du développement des légendes, le secteur de la terre à boucher, promoteur M. Luc Poirier. Donc, pour information, vous avez le lien à l'écran via le site Internet de la Ville. C'est une consultation, une soirée d'information organisée, non pas par le promoteur, mais par la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. À demain. Bye-bye.